Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Maxime Blondel. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors Maxime, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Comment je me présenterais ? Je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 25 ans depuis quelques jours. J'ai arrêté mes études un petit peu plus tôt que prévu. Ça a au final été un peu la meilleure décision de ma vie, même si ça paraissait hyper risqué et que je suis passé pas loin de me rater. J'ai monté, disons, plusieurs boîtes. Une première que j'ai plantée, une deuxième que j'ai réussi à revendre. Après, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une structure d'accompagnement de start-up qui s'appelle The Family. Et aujourd'hui, depuis 6 mois, je monte avec eux un start-up studio qui s'appelle The Secret Company. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des premiers projets que tu as montés ? Ouais. Dans l'ordre chronologique, on va dire. Ouais. Écoute, le premier projet, le premier vrai projet entrepreneurial, je pense, en fait, je me suis retrouvé un peu par hasard président de l'asso qui organisait les soirées au sein de mon école, qui s'appelait l'UT Paris Descartes. C'est une sorte d'école de commerce universitaire en 2 ans. Et je me suis un peu retrouvé là, et c'est là où je pense que j'ai vraiment pris goût à ce truc de avoir une idée, monter le projet, vendre des tickets, ce genre de choses. En fait, on organisait des soirées et des voyages pour les étudiants. On avait une école de à peu près 2000 personnes, tu vois, donc un marché captif de 2000 personnes. Et le but, en fait, était d'avoir des idées de soirée, des idées de voyage, et remplir un maximum ces soirées avec ce marché captif qui était de 2000 personnes. On était une petite équipe de 8 et tu vois, de la négociation des contrats jusqu'à trouver la bonne communication, ça a été un peu la vraie première expérience. C'est tout con, mais tu vois, j'avais 19 piges à l'époque. C'était sur l'année, je crois qu'on avait calculé, c'était un volume de contrat à peu près 200 000 euros à l'année, donc ça restait une charge financière et un risque assez grand quand t'as 19 ans, et c'est là où je pense j'ai pris goût un petit peu, disons, au risque, parce qu'en fait tu signes les contrats pour louer une salle, pour louer un camping à l'avance, tu as plusieurs mois à l'avance, et après tu dois te bouger pour avoir la meilleure communication, chauffer les étudiants, et donc tu prends ton risque et tu essayes de remplir et de faire des bénéfices pour après pouvoir les réinvestir dans les soirées d'après et faire des trucs toujours plus fous. Donc ça, c'était la vraie première expérience. Ça a duré 1 an. Et après... C'est drôle parce que je crois que t'es pas le premier à me parler de ça. Et je crois que c'est une dynamique commune de plein de gens qui entreprennent d'avoir arrêté dans les BDE. Genre moi-même, j'en ai fait partie aussi. Non, on va pas se mentir. Après, faudrait faire un sondage sur ça. On le fait aussi pour faire la fête. Mais au final, tu vois, en études, tu fais la fête la première année. Et quand tu te retrouves au BDE, là, tu as des nuits beaucoup plus courtes et c'est à toi d'organiser pour les autres. Un peu rendre l'appareil. Mais c'est clair que je suis d'accord avec toi. Hein. La plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés, si tu creuses un peu, il y en a 1 sur 2 qui a fait une aventure entrepreneuriale, enfin une aventure au BDE, une asso étudiante. Et en vrai, c'est hyper formateur. Hein. Moi, pour les étudiants, je le recommande de ouf. C'est hyper structurant. Ah, clairement, je suis plutôt d'accord avec toi. On a tellement... je crois que ouais, c'est clairement pour moi l'expérience où j'ai le plus galéré parce que justement, t'es sur un marché clos et t'as beaucoup d'inconnus alors que t'es tout jeune. Ouais. Et, toi, tu faisais quoi comme asso ? Eh ben moi j'étais dans une école qui s'appelle Epitech, donc une école qui fait de la tech. Je connais bien. Et du coup, dans le campus de Montpellier, là où j'ai étudié, du coup on a créé le BDE avec 3 potes qui sont tous toujours entrepreneurs maintenant. Et ouais, c'est pour ça que tu m'as fait halluciner quand tu m'as dit ça. J'ai fait le lien avec tous les mecs avec qui j'ai déjà discuté dans le podcast et autour de ça. Donc voilà, et pareil, on avait un petit peu moins que toi d'étudiants, je pense, on était à 1005. Ouais, mais je vois bien Epitech, je connais bien cette école, elle est top. Yep. Et nous, on s'est rajouté un peu de difficulté parce qu'on s'est associé avec d'autres Epitech. Yes, si tu veux, ouais. l'école de Paris est gigantesque, ouais. Mais nous, on était des petites structures et avant, tout était regroupé dans la France et du coup, nous, on a fait un regroupement sud. On n'avait pas le droit, mais on l'a fait quand même. Ouais, non, mais c'est les regroupements par
comment on appelle ça, Région. les régions, ouais, les écoles qui ont plusieurs pôles. Non, c'est Ouais, c'est ça. Et du coup, attends, on est parti sur ce projet, donc ça c'était ta première expérience, et après t'as enchaîné sur quoi? Ouais, j'aime bien le rappeler parce qu'en fait, on parle d'entreprise, on parle de machin, ça peut faire peur, alors qu'au final, enfin, entreprendre, c'est juste être motivé, de bouger un peu et monter des projets. Moi, j'aime bien le rappeler parce que c'est vraiment c'est le truc qui m'a mis le pied à l'étrier, et je pense à beaucoup de monde, comme tu le disais. Le deuxième projet, c'est qu'en fait, du coup, après cette expérience, déjà à l'année du BDE, je travaillais plus beaucoup en cours. En tout cas, j'étais sur mon ordi en amphi et je faisais un peu autre chose derrière. Et au final, du coup, bon, j'ai Préparer compris. les prochains events, quoi. Ouais, bah c'est ça. Et du coup, j'ai compris que j'arriverais pas à me remettre au boulot pour rendre des devoirs, des trucs comme ça. Je me suis dit bon, faut être honnête avec soi-même. Ça fait 2 ans que en amphi, au fond de l'amphi, je fais un peu autre chose. Il y a un moment, faut être honnête avec soi-même et prends ton risque, fais-le à 100% si c'est ce que tu kiffes. Donc j'ai arrêté mes études et j'ai monté. Je me suis réveillé un matin avec des potes. On a une idée. Disons une lubie, en tout cas, ce qu'on appelle dans le milieu une Mark Zuckerberg, une idée qui je pensais allait révolutionner le monde. Donc c'était une idée d'appli mobile. Ça commence toujours comme ça, pour aider les jeunes à trouver du taf, et on voulait un peu concurrencer LinkedIn sur la cible des 18-25 ans, en tout cas chez les jeunes et étudiants et jeunes diplômés, parce que c'est ce qu'on connaissait, ce qu'on avait expérimenté, la galère de trouver un petit job, une mission freelance, un stage. Ça s'appelait The Young Economy, et on a fait ça pendant 1 an. Franchement, on a fait un peu toutes les erreurs entrepreneuriales possibles pour un premier projet. Tu vois, on était 4 associés, on avait 2 qui ont arrêté leurs études à plein temps et 2 qui étaient pas à plein temps, donc forcément c'est jamais optimal ce genre d'association. On n'avait pas alors on avait un produit clairement qui était très tech, tu vois, où il fallait avoir une masse d'utilisateurs pour derrière potentiellement pouvoir monter une régie publicitaire comme Snapchat, LinkedIn, etc. et monétiser. Or, nous, on n'avait pas de tech dans l'équipe, donc tu vois, on payait mal un freelance qui forcément a délivré 6 mois trop tard et qu'en plus on a super mal payé, donc la relation se passait pas bien. Donc la classique, disons. Et en plus de ça, vu qu'on avait peu d'argent, on s'est dit que plutôt que de trouver des clients, c'était sûrement plus malin de participer à des concours. Donc on a gagné 5 000 euros à un concours, mais ça nous a pris un temps fou pour gagner ces 5 000 euros, qu'on a cramé en 2 minutes, alors qu'on aurait mieux fait de se concentrer sur nos utilisateurs. Et on a fait la classique, t'attends 6 mois que ton proto soit développé, tu le lances, t'as un pic de trafic, t'es tout heureux, 24 heures après, il y a plus personne, et t'as plus d'argent pour refondre ton app. Donc, mais c'est tellement ça. Vraiment, c'est la classique, et je l'ai pris en pleine face, et ça a été, du coup, j'ai quasiment jamais refait cette erreur derrière. Parce que je l'ai tellement pris en pleine face que, tu vois, j'ai quasiment, pas sacrifié, j'ai appris des trucs, mais quasiment sacrifié 1 an de ma vie sur ce projet-là, qu'on a arrêté au bout de 11 mois exactement. On est toujours amis avec mes potes avec qui on a monté ça, on part toujours en vacances, parce que je pense que c'était des gens intelligents et ça a été un bon test d'amitié. Mais clairement, c'était un projet nul, on va pas se mentir. C'était un premier projet, on était trop jeunes et peut-être qu'aussi on l'a lancé pour les mauvaises raisons, tu vois. On s'est dit, mine de rien, le BDE, tu vois, c'est un marché captif, donc les gens sont autour de toi. Monter un projet dans la nature, c'est complètement différent. Faut d'abord trouver ton marché. Et on l'a pas trouvé, nous. Donc, on a arrêté au bout d'1 an. Est-ce que tu penses que ce projet, ça a un peu remplacé l'année d'études que t'as pas faite? Ouais, moi, le deal que j'avais avec mes parents, c'était, à la place d'un master, donc à la place de 2 ans, vous m'hébergez et vous me nourrissez, et je peux faire ce que je veux. Mais bon, ils ont été, franchement, mes parents, c'est un énorme merci, quoi. J'ai trop de chance qu'ils m'aient laissé faire ce que je veux, en fait, alors que ça pouvait paraître fou, hyper risqué. J'avais 20 ans, tu vois. Et mais de l'autre côté, à ce moment-là, j'avais cramé 1 an où il s'était quasiment rien passé, parce qu'en fait, quand t'attends qu'un développeur te livre ton proto, en réalité, on va pas se mentir, tu gères un peu ta page Facebook et ton Instagram, mais c'est pas grand-chose. Enfin, tu vois, ça crée pas de valeur. Et le seul truc qu'on a fait de bien avec ce projet, c'est la communication. On était très fort en communication, donc on avait des articles dans la presse, tout le monde était persuadé que ça allait très très bien. Et en plus de ça, on s'est positionné comme un mouvement pour les jeunes. Et ça a été le seul truc qu'on a bien fait dans ce projet. C'est qu'on arrivait vraiment à fédérer une communauté, mais qui au final, notre produit n'était pas du tout adapté à cette communauté au final. Mais ça me fait penser qu'en fait, il y a tellement de jeunes qui veulent entreprendre, d'un côté, tu vois, dans les écoles de commerce, qui ont des super pipes pour arriver à trouver un marché, tu vois, et de l'autre côté, des mecs comme moi qui étaient super bons dans la tech, mais qui étaient nazes dans le côté commercial. Et, il faudrait qu'elles se parlent mieux, les écoles, hein. Faudrait vraiment qu'ils fassent des gros ponts.
Tu sais, Parce que t'évoques un des problèmes qui me tient le plus à cœur de résoudre, je l'espère dans les prochaines années. En fait, c'est que l'éducation elle est créée en silo. C'est-à-dire que les ingénieurs ils se parlent pas avec les commerciaux. Inversement, les commerciaux parlent peut-être pas aux écoles de journalisme. Et en fait, et c'est pour le coup en plus. Double faute pour nous, c'est que j'étais à l'IUT Paris Descartes, c'est une des rares écoles qui n'est pas construite en silo, où tu as une section commerce, une section gestion, une section informatique, une section journaliste communication, une section data, des data scientists, et une section sociale. Bref, c'est une des rares écoles qui est, selon moi, enfin qui est incroyable. Et nous, on n'a même pas été capable pour le coup à l'époque de, tu vois, de trouver des copains d'ouvrir la salle d'à côté, quoi. Ouais, d'ouvrir la salle d'à côté, tu vois. Et en fait, si, on avait des copains informaticiens, on avait des copains qui étaient data scientists et tout, mais pour le projet, on s'est mis entre commerciaux, alors que nous, on avait besoin pour le coup d'une équipe. C'est pas toujours le cas, mais nous, on avait besoin d'une équipe qui soit, dans notre cas, avec ça arrive souvent quand même, ouais. Ouais. D'avoir des besoins cross discipline, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà. Et du coup, clairement, je pense qu'il y a un truc énorme à faire dans le futur de l'éducation, où il faut que les écoles se parlent plus, ou tout simplement qu'il y ait des écoles qui soient créées avec des parce qu'en fait, tu te rends compte aussi que chacune. Je crois que ça, ils commencent à essayer de le faire. J'ai entendu parler d'écoles comme ça. Ouais. Je retrouve. Ouais. Mais clairement, c'était chaud, on le craquera Bah, tu vois, les derniers que j'ai vu faire ça, là, c'est un projet qui s'appelle mariaschools.com, je crois. Et en fait, ils veulent créer le campus qui crée des écoles. Et en fait, il y aura autant une école de stand-up qui sera à côté d'une école de commerce. Et eux, tu vois, je pense, sont en passe de créer un truc très stylé. En plus, les fondatrices sont vraiment incroyables. Mais bon, franchement, ils seront pas trop deux. Donc, s'il peut y avoir plus d'initiatives comme ça, feu, quoi. Ça changerait, je pense, le monde de l'éducation. Clairement, on est plutôt d'accord là-dessus. Du coup, reprenons sur ce projet. T'as passé 1 an dessus, du coup. Et donc, t'as créé un proto. T'as eu des utilisateurs ? Ouais, mais pas grand-chose. Tu vois, on a eu 10 000 utilisateurs qui, au bout de 48 heures, ils étaient plus là. Hein. Ouais, ok. T'as des mecs qui sont passés, quoi. Exactement. Ils sont passés au drive, ils sont repartis. C'est ça, ouais. Ouais, c'est rigolo parce que il y a plein d'histoires d'entrepreneuriat là quand tu sors d'école où tout ce que tu dis, tu vois, tu dis c'est le classique, mais c'est ouf quand on les tous fait, tu vois. Enfin, moi j'ai fait la même, les mecs qui étaient avec moi ont fait la même chose et j'en connais plein. Ouais, mais parce qu'on n'est pas aussi formé à l'entrepreneuriat. Je pense que, encore une fois, c'est un sujet d'éducation, mais en toute honnêteté, moi j'ai vu les cours que j'avais, le gap entre la théorie qu'on t'apprend à l'école et à peu près dans 80% des écoles et la réalité du terrain de l'entrepreneuriat, c'est chaud, quoi. Oui, clairement. Bah nous franchement, notre école principale quand on a créé notre projet, c'était les vidéos de The Family sur YouTube. Hein. On en matait tous les jours en boucle. Même école. Parce que c'était impossible. Sinon, ce qu'on nous apprenait, c'était genre, alors vous allez faire, tu sais, du Fordisme, quoi. T'es là, c'est ça l'entrepreneuriat, les gars, ça a 90 ans. C'est clair. C'est clair. Il y a pas des trucs nouveaux à craquer un peu. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est la grosse chance, et je pense là, en plus, là, je pense que le confinement va mettre un coup d'accélérateur à ça, c'est que, au final, clairement, c'est Internet qui va apprendre aux jeunes, là, la nouvelle génération à entreprendre. Et nous, peut-être que nous deux, là, on était clairement un peu précurseurs, mais je pense que à l'avenir, tout le monde se formera avec YouTube, Udemy, etc. Ouais, clairement. Mais je pense que, tu vois, les pays émergents, par exemple, qui n'ont pas la chance d'avoir autant d'éducation facile et accessible que nous, en physique, ils s'y sont mis avant nous, et là, le fait qu'on prenne le coronavirus dans la gueule, bah, du coup, ça nous a alignés aussi sur en fait, on peut tout faire en ligne, et c'est super bien. Ouais, et du coup, grave, c'est sûr. Parce que, par exemple, j'ai un des entrepreneurs là, qui est dans mon groupe d'entrepreneurs, Le Chantier, j'en parle souvent dans les autres épisodes si t'as écouté, il est prof sur Udemy et ils explosent tout en ce moment. Udemy avec le coronavirus, ils font des plus de 100% dans tous les sens. Enfin, ce qui est génial en fait, c'est qu'il y a des profs qui deviennent des profs stars, et ça fait plaisir que tu vois qu'une des dernières professions où tu vois les musiciens il y avait des stars, les sportifs il y avait des stars, là qu'on ait des profs stars, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un métier super noble. Moi tu vois, ma maman elle est professeure enfin maîtresse d'école en primaire. Tu vois, et ça fait partie des métiers qu'on valorisait pas assez, alors que le savoir c'est un métier super noble, et ça fait plaisir que
Tu prêches un convaincu de ouf, regarde. Tu vois ici la personne qui est juste là, elle était maîtresse des écoles, et elle a arrêté, elle fait du dev maintenant parce que justement c'était trop mal. T'as pas une position où t'es mis en valeur alors que tu fais un taf de valeur de malade. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, elle a changé pour être un peu mieux mis en valeur, un peu mieux payé. Ça compte. Ouais, clairement, je pense que ça compte. Les gens qui sont toujours profs actuellement, c'est des guerriers. C'est vraiment des gens, ils ont pas envie d'ambition salariale, d'être bien payés, c'est juste, c'est leur métier, c'est tout. C'est leur vocation, quoi. Ouais, mais j'espère que ça va changer. Ouais, j'aimerais bien. Clairement, je suis plutôt d'accord sur ça. Comment on en est arrivé à parler des profs? Attends. Les écoles en silo, qui étaient construites en silo. Les silos, les écoles en silo, etc. Ouais, et du coup, t'as fait cette année, on va dire, considérée comme sabbatique, alors que t'as entrepris, mais en gros, t'as arrêté l'école et t'as enchaîné sur quoi une fois que t'as fait ça? C'était quoi Alors, vous avez mis un stop? Pourquoi vous avez stoppé? Bon, parce qu'on avait plus de cash, plus d'énergie, et que on a juste vu le mur arriver, on s'est un peu regardé dans le miroir et on a compris que il fallait pas qu'on perde notre temps et qu'il fallait qu'on passe à autre chose, parce que ce projet, on n'était pas les bonnes personnes pour le mener à bien. Tu vois, quelqu'un le fera peut-être un jour, mais pas nous. Et du coup, on s'est regardé dans la glace et on a décidé ça. Donc chacun est reparti à vaquer à ses occupations. Il y en a un qui est devenu freelance graphiste, d'autres qui ont trouvé un taf. Et moi, à ce moment-là, je me disais qu'il me restait encore un an. J'avais encore un an de crédit, disons. Et j'ai eu beaucoup de chance pour le coup. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, forcément, en plus quand t'as des articles dans la presse et que du jour au lendemain t'es obligé d'annoncer à tout le monde qu'en fait tu fais pas d'argent, que ça, même si tu le disais dans les articles, en vrai ça va pas du tout. Donc je suis pas sûr de savoir ce qu'est la dépression, mais je pense que je suis passé pas loin d'une belle déprime, disons, et là à ce moment-là j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'étais à la fin du BDE, j'en parle parce que ça a été vraiment structurant pour tout ce que j'ai fait après cette aventure. En fait, j'avais remarqué que louer des salles c'était facile, trouver des traiteurs pour manger pour des événements c'était facile, mais j'avais une obsession. Il fallait que chaque soirée, toutes les 20 minutes, il y a un truc qui se passe, tu vois, des danseurs qui débarquent, toutes ces animations événementielles, ce qu'on appelle. Et j'avais créé et ça, je trouvais pas d'agence ni de plateforme qui permettait de le trouver facilement et avec de qualité. Et donc j'avais acheté un nom de domaine qui s'appelait animationévénement.com. Et ce nom de domaine, donc à l'époque je voulais en faire une agence d'animation événementielle pour associations étudiantes. Je l'avais fait un peu, tu vois, le soir et les week-ends à côté de la fin de mes études. Et ça a pas fonctionné pour plusieurs raisons. La principale, c'est que j'étais un très mauvais commercial. Je bégayais au téléphone. Et du coup, j'étais d'un point de vue du mindset, j'avais du mal à faire de la marge sur ce que je vendais, donc de gagner de l'argent en fait, tout simplement. Et du coup, je l'ai arrêté pareil au bout de 2-3 mois, tu vois, le soir et les week-ends à essayer de vendre ça. C'est un sujet difficile, hein. Il y a plein que ça soit pour les freelances ou les gens qui créent leurs produits, t'as du mal à vouloir mettre un prix. Un vrai prix, quoi. Soit tu te sous-prices, soit tu veux être trop honnête et tu te dis, bah non, avec ça, j'aurai assez. Ça marche jamais. En fait, on a une mauvaise éducation par rapport à ça. On nous apprend pas, tu vois, à comprendre ce qu'est une valeur économique. Et tu vois, moi, je vois des freelances qui ont un talent incroyable, qui ont réussi à créer une petite brand autour de leur nom. Et souvent, c'est des jeunes, hein, tu vois, genre, c'est plutôt un complexe de jeunes, ça. Et surtout de jeunes français, et qui se pricent pas du tout assez cher pour la rareté qu'ils ont économiquement sur le marché. Et ça, c'est un truc qu'on nous apprend pas, encore une fois, à l'école française. Je pense que les Américains sont bien meilleurs à ce jeu. On a des trucs à apprendre des Américains, de la façon autant de se vendre que de ne pas avoir peur de gagner beaucoup d'argent. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. Et pour le coup, donc, j'avais mis en stand-by ce truc. Et la chance que j'ai eue, c'est que je l'avais pas déconnecté le nom de domaine. J'avais créé un site Wix. Tu payais toujours, quoi. Ouais. Enfin, j'avais pas regardé, je sais pas pourquoi, très bizarre. Mais je l'avais oublié, tu vois. Et donc j'étais dans cette aventure de, on concurrence LinkedIn, on va défoncer LinkedIn chez les jeunes. Et en fait, quand l'aventure s'est arrêtée, littéralement, je faisais rien de mes journées. Hein. J'étais dans mon lit à me morfondre. Et un jour, je me suis dit, je me rappelle de ce projet-là. Et donc je tape dans Google animation espace événement. Et là, c'est le premier lien qui remonte.
enfin, on peut en parler, mais je ne savais même pas ce qu'était le Ouais. Google SEO, tu vois. Juste, j'ai tapé dans Google animation espace événement, je fais tiens, c'est marrant. Avant, il remontait pas le site. Là, ça fait 1 an que c'est passé et il remonte. Je tape, tu vois, enfin, booker danseur breakdance. Putain, c'est une autre page qui remonte de mon site. Je fais ok, bizarre. Je fais, bon, bah, s'il y a ça, c'est que c'était un site Wix avec connecté à un Typeform. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais aller regarder les demandes de devis qu'il y a dessus, tu vois. Parce que à l'époque, moi, je démarchais juste des BDE que je connaissais autour de moi, sauf que les BDE, c'était très mauvais clients. Ils ont pas d'argent, ils changent de thème de soirée tout le temps. Et là, je vais sur le Typeform et ça a été marquant. Je me souviens, hein, c'est la dernière demande de devis que je vois qui est arrivée quelques minutes avant que je me connecte. C'était LVMH, Louis Vuitton, qui disait noir sur blanc, on a 5 000 €, on veut signer pour une animation, ça s'appelait des glaces ice roll. C'était une animation culinaire où tu roules des glaces. C'est un concept importé d'Asie. Et il disait clairement, on est pressé, on a du budget, on veut signer rapidement. J'ai déjà vu les vidéos, ouais. Ouais, et du coup, bah, à ce moment-là, bah, ça a fait qu'un seul tour, hein. J'ai dit, ok, cet argent, il me le faut parce que j'ai plus d'argent et il fallait que je paye mes soirées pour boire des coups avec mes potes. Sauf que je savais que si je les appelais, surtout Louis Vuitton, j'allais encore plus bégayer au téléphone. Et là, j'ai eu de la chance, c'est que le soir, je mangeais avec un ami qui me dit, bah, écoute, Max, t'es con, enfin, toi qui nous saoules avec Airbnb, toutes ces startups depuis des années, pourquoi, tu mets pas juste en relation ton prestataire, qui fait ses glaces ice roll, et Louis Vuitton. Et s'il le signe, tu deals avec lui par téléphone, tu tapes dans la main, comme quoi il te rétrocommissionne. C'était, je sais plus, 10, 15, 20%, je sais plus. Et en fait, ce qui s'est passé, ça paraissait tout bête, mais j'y avais pas pensé, hein. C'est parfois, comme quoi on a des blocages entrepreneuriaux. Et donc, je les ai mis en relation, et 2 jours après, ce prestataire, il me rappelle, il me dit, bon, Max, fais-moi une facture de 1 000 €. Donc, 20%, c'est ça, 20% de 5 000 €. Je vais jamais gagner d'argent de ma vie. Le seul truc que j'avais fait, c'était barman en boîte de nuit tous les samedis. Ce qui m'avait permis de trouver beaucoup de prestataires d'animation événementielle au passage, mais j'avais jamais gagné d'argent de ma vie. Et là, on me demande, on me dit, enfin, je reçois un mail, je transfère un mail et on me dit, envoie 1 000 €. Envoie une facture de 1 000 € et je vais t'envoyer 1 000 €. Ok. Ça a été là pour le coup, j'ai été très pragmatique, très terre à terre. Et je me suis dit, ok, là j'ai 6 mois, il faut que déjà je me renseigne ce qu'est le Google SEO, je me forme, je deviens encore meilleur. Et le but était de créer le leader en France des animations événementielles, qui ciblait cette fois les entreprises, pas les assos étudiantes. Et donc c'est ce que j'ai fait, hein, ça. Tous les matins, je créais des centaines de contenus, des centaines de pages. Et l'après-midi, je démarchais des nouveaux prestataires d'animation avec qui je dealais à la Airbnb, tu vois. Je t'envoie des leads et tu me rétrocommissionnes si ça fonctionne pour toi. Donc le deal était très bon pour tout le monde. C'était à la performance. J'ai fait ça pendant 6 mois. Ça a, honnêtement, au bout de 6 mois, j'arrivais à me sortir un salaire de quoi vivre. Le seul truc, c'est que l'événementiel, il y a une saisonnalité. Les boîtes organisent pas des événements toute l'année. Et donc, il fallait que je répartisse mes risques pour avoir un revenu régulier. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, pareil, pragmatique, j'avais vu qu'il y avait de la concurrence sur des plateformes qui te permettent de connecter avec des lieux événementiels, pareil pour les traiteurs. Et donc, j'ai dupliqué ce modèle d'animation événementielle, mais sur des verticales. Donc, j'ai créé un site qui s'appelait unesalaparis.com, un autre qui s'appelait traiteurparisien.com. Vraiment des sites à la con, bien référencés dans Google. Et je faisais de la mise en relation, tout simplement. Et tu vois, au bout d'1 an et demi à faire ça, c'était devenu hyper passif. Je travaillais à peu près 1 heure par jour. C'était principalement dispatcher les demandes de devis tous les soirs, ce genre de choses que j'avais pas automatisé, j'arrivais pas à le faire. En tout cas, le dispatch qualitatif, sachant que je connaissais, disons, très bien mes prestataires, et il y avait une part d'intuition dans le dispatch, donc j'ai décidé de pas l'automatiser. Et au bout d'un an et demi, enfin, si tu veux, on peut parler chiffres, mais tu vois, je gagnais entre 4 et 6 000 € par mois en bossant 1 heure par jour. Stylé. Ouais, c'est plutôt efficace, ça, 1 an et demi. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et ça m'a ouvert, ça m'a ouvert l'esprit, tu vois, sur le pragmatisme entrepreneurial, qui est pas toujours facile, mais ça a été vraiment structurant. Premier petit succès, disons. En plus, j'ai pu voyager, faire ce que je voulais, payer des restos à mes potes, un peu leur rendre l'appareil pour tout ce qui m'avait soutenu. Et au bout d'1 an et demi, ce qui s'est passé, c'est que ça m'amusait plus. Pour plusieurs raisons, j'étais seul. Donc, quand t'es seul, voilà, les victoires tu les fais seul, c'est pas marrant, et quand t'as des petits échecs, des petites difficultés, oui, te trinquer avec toi-même, c'est vite relou, quoi. Ouais, clairement, c'est pas très ludique. Et du coup, au bout d'1 an et demi, en fait, je me suis dit, allez, je vais faire autre chose. J'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer The Family, qui organisait une formation qui s'appelait Reverse, joinreverse.co, je crois. Et ils formaient une quinzaine de jeunes de moins de 23 ans à l'entrepreneuriat tous les samedis pendant 3 mois chez The Family. Et je les ai rencontrés comme ça. J'ai eu la chance d'être pris. Et en fait, à la fin de cette formation, l'été arrivait, je me suis dit clairement, ok, je peux pas repartir sur une année à gérer ces sites, ça me passionne plus, en fait, j'apprends plus rien, et j'avais vraiment soif d'apprendre. Et donc, je me dis, allez, je réfléchis tout l'été.
Et donc j'ai réfléchi tout l'été et en fait je me suis dit bah tu sais quoi, j'ai pas besoin d'argent et je vais aller voir The Family et leur dire j'ai envie d'apprendre, faites-moi faire un truc et on trouvera bien une mission et en plus vous n'allez pas me payer. Et au final franchement là-dessus j'ai encore eu beaucoup de chance. Juste à la fin de l'été, Oussama Amar, qui est un des cofondateurs de The Family, qui me rappelle et me dit mec, on aimerait bien que tu nous rejoignes pour faire tel truc chez nous. Je leur ai dit ah bah c'est marrant, coïncidence. Et au même moment double chance et on va en parler, mais la chance enfin, faut avoir de la chance dans l'entrepreneuriat, on le dit pas assez, ça fait souvent la différence. Et tu vois, à ce moment-là, moi sur LinkedIn, je reçois 2 offres de rachat de mes sites parce que je pense que j'étais bien référencé au Google, je commençais à faire 2-3 podcasts et peut-être que je me suis fait remarquer, je sais pas trop, je sais toujours pas comment. Et donc bah j'ai commencé les négociations, ça a pris 2-3 mois et j'ai revendu ces sites. J'ai revendu cette boîte, en fait, c'était une seule boîte qui avait tous ces sites à l'intérieur. J'ai revendu ça et pendant 1 an et demi, j'ai bossé à The Family, accompagné d'autres entrepreneurs, plutôt des très jeunes, des étudiants. D'accord, ouais. Plutôt sur le secteur des étudiants. Ouais. Ok. Et du coup, t'as fait ça pendant 1 an et demi, ça veut dire que ça t'a remanqué de faire de l'entrepreneuriat à un moment donné? Ouais, en fait j'ai fait ça, donc j'ai fait partie de l'équipe de The Family pendant 1 an et demi. Ça a été honnêtement incroyable. Enfin la courbe d'apprentissage quand tu rencontres autant d'entrepreneurs dans une aventure aussi intense, c'est vraiment waouh. C'est 2 ans où tu te regardes, au bout de 2 ans tu regardes derrière et tu te dis waouh, je suis plus du tout la même personne. Et en fait au bout d'1 an, moi pendant la première année je m'occupais beaucoup des étudiants entrepreneurs. Et après 1 an, on s'est lancé un petit pari. On s'est dit tiens, pourquoi nous on n'essaierait pas aussi de lancer des passive income, des revenus passifs, des muses au sein de The Family. Et donc c'est ce qu'on a commencé. Je l'ai fait pendant 6 mois. On a testé plein de trucs, des formations en ligne, des communautés payantes, des plateformes de mise en relation, des micro-software, des mini SaaS, tu vois, des mini logiciels, des applications mobiles. Et au bout de 6 mois, on a énormément galéré. Faut le dire, on a énormément galéré. Et en fait, au bout de 6 mois, vraiment. Tu peux parler un peu de qu'est-ce que t'appelles galérer? Ah bah on faisait pas de cash. On faisait pas de cash. Donc, mais pour le coup, pour The Family qui est vachement dans le milieu entrepreneur, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à faire des cash? Est-ce que t'as des... Bah parce qu'en fait ils m'ont fait, là pour le coup, full confiance, c'est qu'ils m'ont fait totalement confiance. C'est moi qui menais. En fait, on savait pas trop ce qu'on faisait. On s'est juste dit on crée des projets. Max, c'est ta mission. Tu crées des projets. Tu dois faire du cash. Donc ils m'ont fait full confiance. Et eux ils avaient d'autres choses à faire, accompagner d'autres entrepreneurs qui montent des startups, qui lèvent des millions. Moi je devais créer ces passive income et on a galéré. Et pour plein de raisons, parce que moi j'ai eu des blocages et en fait au bout de 6 mois j'ai compris à quel jeu on jouait. Je me suis dit, tu vois, j'ai failli arrêter plusieurs fois, on va être honnête, on pourra en reparler. Et en fait à un moment j'ai littéralement eu un déblocage où je me suis dit ok, c'est bon, j'ai compris à quel jeu on joue, j'ai compris comment il faut que j'organise mes journées pour faire du cash. Et en fait je me suis dit, en fait là on est en train de monter un startup studio, ou en tout cas un business studio. Il y a on va à peu près tester 10 idées de business par an. Il n'en restera que 4 ou 5 à la fin. Et en fait, parmi ces 4 ou 5, il y aura, disons, sur ces 5 projets, il y aura un revenu passif, 2 agences, 2 boîtes de services et 2 startups. Donc 2 boîtes qui ont des grosses ambitions d'aller chercher des millions, des milliards. Et on a, en fait, c'est à ce moment-là, au bout de 6 mois, qu'on a compris le modèle. C'est au bout de 6 mois aussi qu'on a commencé à avoir des produits qui plaisaient à des clients, à générer du revenu. Et au bout de ces 6 mois, on s'est dit, ok, ça vaut le coup de créer une structure indépendante. Ça va s'appeler The Secret Company, et on en crée en fait une filiale de The Family. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux donner un exemple de projet que t'as lancé qui ont pas du tout marché? Ouais, un exemple de projet qui a pas du tout marché. Tu vois, on a regardé une tendance aux États-Unis. C'était moi je savais qu'historiquement les passive income, les jeux de société, c'était des très bons revenus passifs si t'étais bon. Et donc on a vu aux États-Unis un jeu qui explosait qui s'appelait Dick Match, où c'est un memory game, donc tu dois associer 2 cartes avec ta mémoire qui sont retournées et tu les flippes, tu vois. Et ça s'appelait Dick Match et c'est un memory game de sexe masculin. Ouais. Et du coup, ça explose aux États-Unis et on s'est dit, nous en Europe, on a une mouvance libération de la parole sexuelle, notamment tous les comptes Instagram qui sont chamés, t'as joui, je m'en bats le clito, tout ça. On s'est dit, on peut faire la même chose, mais sur des sexes féminins. Et du coup, on a lancé un jeu qui s'appelle Les Foufounes. Et en fait, ça a pas du tout été le buzz qu'on imaginait. Ça a pas du tout été le buzz qu'on imaginait, tu vois. C'est drôle, je l'ai fait acheter à ma mère, ce jeu. Ah, mais tu vois, comme quoi, c'était pas un total échec. En vrai, non, quand je dis échec, c'est juste qu'on avait beaucoup d'ambition avec ces revenus passifs. Et tu vois, là c'est bon, on a tout écoulé. On avait commandé 2000 unités, on les a écoulées, mais en fait, c'est juste que le ratio énergie et temps passé pour les écouler a été beaucoup trop grand et que c'était pas du tout passif. C'était un travail où
tu vois, il fallait parler à beaucoup de journalistes, etc. C'était pas du tout passif comme. En fait, il y avait pas de marché. On s'est rendu compte que tu vois, les jeux de société. Si t'as un jeu de société que tu vends, qui fait, je sais pas, qui est un jeu de plateau, par exemple, t'as un marché du jeu de plateau. Et il y a des canaux d'acquisition pour vendre ton jeu de plateau. Un jeu de memory game de sexe féminin, on s'est rendu compte qu'on savait pas qui allait chercher comme client. Il y a pas de marché. Et on a interrogé tous les gens qui l'ont acheté. Il y avait personne qui se ressemblait. Ouais, en fait, c'était une bonne. C'est un bon business, mais en one shot, quoi. C'est quelque chose que tu fais une fois, t'en fais de la pub et ça peut marcher, mais ça va être difficile d'avoir un marché périn qui dure dans le temps, quoi. Complètement. Après, on a tenté notre chance. Hein. On aurait réussi à créer un buzz et en vendre des millions. Tout le monde aurait dit qu'on était des génies. Bon, on n'a pas réussi. On prend notre perte et on passe à autre chose. Et voilà. Non, moi je pense que ça a quand même été un bon business. En tout cas, je trouvais l'idée intéressante. Ouais, l'idée était charmée. C'est une belle mission en plus. Maintenant, Ouais, d'un point de vue, tu fais pas une entreprise avec ça, quoi. C'est ça que je veux dire. mais est-ce que t'as pas l'impression que souvent quand tu veux faire un business passif, t'as quand même un gros investissement à la base Toujours. pour mettre en place les choses qui durent entre 6 mois et 1 an et demi, je dirais, Toujours. avant Ouais. que tu arrives à vraiment en faire quelque chose qui fait du business récurrent et que tu commences à pouvoir calmer le jeu sur le temps que tu passes. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris de ce type de boîte-là, qu'on appelle revenu passif, Muse, on l'appelle comme on veut, c'est qu'en fait, déjà, c'est défini par le produit. C'est rarement des boîtes de services, tu vends pas du temps humain, tu vends un produit en fait. Et en fait, c'est des mini startups, c'est-à-dire que si tu as une boîte de produits et pas de services, c'est qu'en fait, tu es une startup, il y a un pourcentage de scalabilité sur ton business, donc un pourcentage d'automatisation et donc un pourcentage de passivité. Et donc les muses, c'est ni plus ni moins que des startups, mais qui sont pas ambitieuses. Tu le vois, hein, la majorité des muses qui sont successful peuvent devenir des startups si les fondateurs le souhaitent et s'ils en ont l'ambition. Oui, clairement. Mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur la cible de ce podcast. C'est plutôt des gens qui veulent augmenter le taux d'automatisation pour pouvoir continuer à faire des projets en indé, plutôt que de vouloir lever et faire grossir ta team à fond. C'est clair. C'est plutôt des gens qui cherchent à optimiser ça là. C'est clair. Et de toute façon, le produit, en général, avoir un bon produit, en général, ça prend du temps. Il y a un temps de développement. Et t'as raison. J'ai vu personne monter des revenus passifs en 2 semaines. Il y a toujours, en tout cas dans 90% des cas, un laps de temps de 6 mois ou 1 an où tu dois créer en fait cette passivité. Ouais, clairement. Après, je pense même qu'il y a, en plus de ça, en plus du temps de créer la passivité, c'est même du temps pour toi d'apprendre. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu vois, t'as mis 6 mois là à savoir c'était quoi ton wireframe, ton modèle pour aller créer ces projets, dans quel sens tu vas le créer. Donc déjà, quand tu veux en créer qu'un seul, il faut aussi que tu trouves ton propre wireframe et ça prend un certain temps. Il y en a qui sont bons, qui arrivent en 6 mois, et il y en a qui mettent 1 an et demi. Ouais, mais c'est un super exercice entrepreneurial. Moi, je conseille à n'importe quel étudiant d'essayer d'en faire le soir, les week-ends, parce que c'est hyper formateur. Tu découvres des business models et surtout, en fait, tu t'apprends à maîtriser toute la chaîne de valeur d'une boîte, qui sont avoir une idée, déjà être un peu créatif, c'est important. Derrière, construire un produit. Ensuite, trouver des clients, les satisfaire et derrière gérer le support client. Donc en fait, tu gères le produit, la distribution et la prévente. Et en fait, tu gères toute la chaîne de valeur et tu découvres tous les outils de développement web peut-être, des outils d'emailing, des outils comment tu fais du no-code pour monter un truc rapidement, des outils, je sais pas, il y a des milliers d'outils. Mais en fait, tu t'apprends à gérer toute la chaîne de valeur et sur le long terme, savoir ça a une valeur vraiment énorme et qu'on néglige sur le long terme. Ouais, clairement. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et c'est drôle, c'est une dynamique qu'on prend avec ma boîte en ce moment, vu que moi, je fais pas mal de projets en indé et des petits side projects, comme on appelle. Ouais. Dans ma boîte, on essaye de trouver des nouveaux moyens de faire du cash. Et du coup, j'ai poussé à ce qu'on fasse ça, en fait, qu'on essaye de pousser des petites idées plutôt simples, tu vois, alors que normalement, tu veux lancer un gros produit en mode startup qui veut devenir une licorne, machin. Et sauf que tu perds la faculté d'apprentissage, je trouve, parce que tu fais des itérations très très longues si tu veux un gros produit, alors que si tu veux faire des petits side projects avec un objectif de faire un peu de cash, tu vas faire des périodes d'apprentissage vachement plus short et du coup peut-être arriver plus vite à ce que tu veux finalement que de vouloir direct viser un méga gros projet.
C'est clair, c'est clair. Je pense que t'as raison sur un point, c'est que il faut, quand t'es entrepreneur, se mettre des garde-fous, et se dire, ok, au début, je me mets des objectifs toutes les 24 heures. Il faut qu'à la fin des 24 heures, j'ai rempli cet objectif. Et c'est possible, hein. Tu t'en rends compte. Moi, j'avais ce genre de blocage. Si tu te dis pas, ok, faut que j'ai fait 100 euros dans 24 heures, bah, en fait, tu fais des trucs qui servent à rien et tu les fais dans 6 mois. Et en fait, tu te rends compte que, un peu comme, je pense que les coachs de sportifs de haut niveau ont ce truc-là. De mettre des objectifs sur des laps de temps très très courts, et en fait tu te rends compte que le cerveau humain est assez bien fait, et que quand t'as 24 heures pour faire 100 euros, tu les fais en 24 heures. Si on te donne 6 mois, tu les feras en 6 mois. Ouais, il s'adapte, ouais. Il adapte l'effort à l'objectif. C'est de la manipulation, clairement. C'est de la manipulation, claire, mais je pense en tant qu'entrepreneur, faut arriver à se manipuler de ce côté-là. Et après, évidemment, il y a des objectifs en 24 heures qui sont inatteignables. Donc après, tu fais des objectifs à la semaine, et quand t'as une boîte de 200 personnes, disons que tu peux mettre des objectifs au mois, tu vois, mais ça prend du temps. C'est un autre jeu, ça, après. Oui. Oui, c'est pas le même. Après, c'est vraiment plus le même jeu. Mais un des trucs que tu dis intéressant là-dedans, c'est le fait de. Je pense que c'est la dynamique inverse qu'on fait souvent. Je sais pas si c'est français ou si c'est les entrepreneurs en général, mais on a tendance à vouloir vachement se projeter dans notre vision ultra long-termiste de on a une boîte ultra successful, ultra belle. Mais du coup, on le fait énormément et on perd la dynamique quotidienne de quelles sont les petites actions qui vont nous faire avancer, tu vois. Genre, moi, ça m'est arrivé dans ma boîte et dans les boîtes, les startups que j'ai bossé avant, on fait des réunions de 6 heures sur qu'est-ce qui va être le produit dans 6 mois. Ouais. En fait, on n'a toujours pas fait les trucs qu'on doit faire aujourd'hui, quoi. Ouais, bah écoute, ça, pour le coup, je ne peux que être d'accord avec toi, hein. Déjà, les réunions, là, le remote, c'est un tel kiff de pas faire des réunions toutes les 2 minutes. Enfin, tu vois, faut essayer de limiter le nombre de Zoom. Au final, en général, un message Slack, ça sert autant que parfois une réunion de 30 minutes. Franchement, là-dessus, le remote, j'y crois beaucoup. J'espère que le remote va tuer les réunions. Mais clairement, en fait, il y a un des trucs que j'ai pris moi personnellement pour m'organiser, c'est d'essayer de rendre les trucs qui me font perdre du temps, on va dire, genre aller sur YouTube, aller sur Facebook, des trucs comme ça, le moins accessible sur mon téléphone possible. Tu vois, parce que par expérience, il faut que ça soit chiant d'y accéder, comme ça, faire quelque chose d'important et efficace sera plus facile. Tu vois, l'histoire de l'UX, pourquoi on a arrêté le streaming, pourquoi on a arrêté de télécharger des musiques illégalement, parce que le streaming c'est devenu tellement trop facile. Tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, peut-être qu'il y a moyen de triquer ta vie tous les jours, tout le temps, de rendre les choses à faire importantes plus faciles, qui semblent plus faciles en tout cas que les choses inutiles qui te font perdre du temps, quoi. Et, c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est de la manipulation, c'est hyper intéressant, ouais. Mais clairement, la manipulation, c'est genre de toi-même, c'est un business super rentable, je trouve. c'est la phrase. L'auto-manipulation, c'est un business hyper rentable. J'adore. Vas-y, on va la noter, ça là, ça sera. Dans chaque épisode, il y a une petite phrase qui sert de preview. Trop bien. D'habitude, c'est l'invité, mais bon, là, je pense qu'on l'a construite ensemble. On peut faire une exception sur celui-ci. Avec plaisir, je te l'offre. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Voilà. Du coup, ça me fait penser qu'on peut peut-être revenir un peu sur notre framework d'épisode pour voir un petit peu... parce qu'on n'est toujours pas arrivé au projet que tu fais actuellement. Ça qui est ouf. Donc du coup, c'est quoi les projets actuellement que tu fais donc avec The Secret Company ? Alors, The Secret Company, on a donc démarré en septembre 2019. Je dis qu'on a galéré 6 mois, mais on a fait aussi pendant 6 mois beaucoup de développement produit. Moi, j'ai rencontré... il y a une période, pendant 2 mois, je rencontrais presque 10-15 entrepreneurs par jour. J'enchaînais littéralement les rendez-vous, etc. Parce que, à l'époque, sans trop savoir, hein, mais en fait, The Secret Company a un modèle qui est le suivant, c'est qu'on teste une dizaine ou quinzaine d'idées par an. À la fin, en fait, tu te rends compte que le product market fit est franchement quasiment imprévisible. Et du coup, il en reste 4-5 projets par an. Et en fait, ces projets-là donc sont principalement nos idées à moi, The Family. On n'a pas de, tu vois, on n'a pas de focus. On fait pas que du software, on fait pas que des logiciels sur une industrie précisément.
on reste hyper ouvert. Pour t'expliquer les projets qui sont actuellement, on a un studio qui crée des jeux de société et des produits de grande consommation qu'on vend sur Amazon, sur nos Shopify, en direct avec les clients ou même en magasin. Donc ce studio-là, tu vois, on a créé du coup, les Foufounes qui était un premier échec, et on a créé un deuxième jeu de société qui s'appelle Komojo qui cartonne. On a créé un jeu d'origami, c'est des oiseaux géants d'origami, pareil, qui cartonne. Là, on est en train de lancer d'autres projets en ce moment, notamment, je peux le dire, un petit peu des compléments alimentaires. Là, on va lancer une campagne Ulule, on lance un lubrifiant qui s'appelle MyLuby, myluby.com. On a réinventé J'ai vu sur Insta, t'en as pas mal parlé. Ouais, mais on essaye de. En fait, on est parti d'un principe très simple, c'est de se dire. Le lubrifiant, c'est un produit, c'est bizarre, mais on a un peu honte de l'acheter. C'est rose fluo, c'est à la fraise. On sait pas ce qu'il y a dedans, autant pour la planète que pour notre corps. C'est pas normal. Et donc, on a fait ce travail de créer un lubrifiant naturel, non genré, éco-responsable, made in France. On a essayé de mettre un peu dedans tout ce qu'on aimerait que soit un lubrifiant. Et donc là, on lance la campagne Ulule dans les prochains jours. J'espère que ça va être charmé, mais on a déjà créé une communauté sympa. Donc, on va voir. Donc ça, c'est le studio qui crée, disons, les produits physiques, qui, tu vois. Après un premier échec, finalement, commence à bien décoller. Le deuxième projet... ouais. Pour revenir Attends. Ouais. Parce que on est passé sur les produits physiques et j'aimerais bien un peu savoir c'est quoi que tu dis qui cartonne. Est-ce que tu peux parler de MRR un peu sur ces produits-là? Alors, ces produits-là... alors, en ce moment, c'est compliqué parce que tout ce qui est vente en magasin et dans la vie réelle, c'est passé à zéro. Or, c'est des marchés qui sont extrêmement B2B. Au final, tu vois, nous, on, à part certains produits qui sont peut-être des DNVB où on vendra uniquement via notre site web, on a pris le parti de vendre en magasin. Et pour l'instant, c'est à zéro. Ouais. Maintenant, tu vois. Mais redonne les chiffres des mois précédents, peut-être. Bah, c'est vraiment le début. Hein. C'est vraiment le début. Mais tu vois, je peux te dire, par exemple, là, pendant le premier mois de cette crise du Covid, sur Amazon, on faisait, allez. Je vais te donner une fourchette, je peux pas te donner exactement les trucs, mais on vendait entre 100 et 200 jeux de société par jour. Oui, c'est pas mal. C'est à combien le jeu en moyenne? Les jeux sont entre 15 et 30 euros. Ah oui. Mais tu vois, c'est que le début, ça c'est une aventure qu'on a démarrée il y a 5 mois. On a eu un premier échec qui nous a pris 3 mois, et là ça fait 2 mois qu'on explose, disons. Donc je suis assez confiant, je pense on commence à avoir une belle croissance. Ça c'est le premier projet. Qui est menée par une entrepreneur qui s'appelle Anne et qui a un sens du produit, notamment consumer, qui est assez incroyable. Le deuxième projet, c'est une boîte qui s'appelle SEO Secret, SEOsecret.co. Alors là pour le coup, c'est vraiment un projet que moi je veux faire depuis des années. J'en ai eu marre des agences et des freelances, notamment SEO, qui surfacturaient des clients qui comprenaient rien. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas faire une énième agence SEO. On a préféré avoir le positionnement en fait d'une plateforme qui vend des prestations SEO qui sont packagées, transparentes et à prix réglo. Concrètement, ça ressemble à Amazon. T'arrives sur le site, t'as 9 produits de SEO, de la rédaction d'articles de blog, de la rédaction de landing page, de la vente de backlink, tous ces produits-là qui sont propres au SEO. Nous, on t'offre gratuitement à n'importe quel visiteur un audit SEO qui va te dire ok, ton site est pas bien référencé pour telle raison, et en fonction des points des warnings qu'on met en lumière, on te propose, on te conseille différents produits. Et donc principalement c'est une content creation machine. On crée du contenu vraiment à l'échelle et de façon très bourrin pour nos clients, pour qui en fait c'est ce que je faisais avec mes plateformes de mise en relation avant. Hein. Ouais. Donc voilà, on a productisé ça et du coup c'est beaucoup de choses que tu t'automatises parce que t'en parles, ça ressemble beaucoup à une agence, mais le but c'est de pas passer sa vie dedans, on est d'accord, c'est plutôt quelque chose de très automatisé. Alors ouais, au maximum. Ce sont des copywriters, c'est des humains qui écrivent tous nos articles, etc. Mais pour le coup, en fait, t'automatises les process. En fait, on fait pas de consulting, tu vois. Le consulting, on l'offre gratuitement. Effectivement, l'audit est en partie automatisé, l'audit SEO. Derrière, tous nos process, ils sont au maximum automatisés. Si tu veux une formation SEO, on t'envoie des vidéos, ça fait partie des packages. Par contre, on n'a pas de consultant qui, en fait, ce que moi je trouve qui apporte peu de valeur, tu vois, c'est passer la pommade, c'est faire un PowerPoint. Franchement, je pense que les clients, ils ont plus envie de ça et ils ont envie de concret. Et nous, on leur offre des produits concrets, c'est-à-dire des textes à mettre en ligne sur leur site pour que dans 6 mois, ils viennent nous voir, ils soient heureux, ils nous disent, vous m'avez créé des pages qui sont super bien référencées. Ok, ouais. Dans l'efficacité, quoi. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais, et du coup, sur cette agence-là, tu cibles plutôt un public de
on va dire, de start-up plutôt jeunes, non? Je pense que les business à l'ancienne, ils vont avoir quand même besoin du système PowerPoint. Ouais, bah écoute, On nous rassure plus qu'on fait du taf, non? ouais, c'est une bonne remarque. Ça fait partie des trucs qu'on a à craquer. Effectivement, aujourd'hui, c'est principalement des jeunes entrepreneurs, des startups qui sont nos clients. On commence à avoir des grands groupes qui, là, pour le coup, on parle de volumes de contenu qui sont vraiment, on parle de milliers de textes par mois ou par année. Mais les entrepreneurs, disons, de plus de 40 ans aussi, en fait, commencent à nous faire confiance parce qu'on leur dit la formation, on va vous la faire, mais en vidéo. Effectivement, et on est très clair avec eux, on leur dit on sera pas là pour vous passer de pommade, on va pas faire énormément de calls, mais par contre, nous, on vend de la performance. Donc si vous voulez gagner à la fin, passez par nous, et tout le consulting, en fait, on l'a packagé dans des vidéos, dans des formations, dans des PDF, et on vous le donnera aussi. Et en fait, tu te rends compte que le marché du SEO, bah, c'est tous les sites qui sont mal référencés, c'est-à-dire 90% du marché, hein. Ou du web. C'est-à-dire donc c'est un marché énorme. Ouais. Clairement, ouais. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième projet. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les prochains, mais en gros, après, on a un studio qui crée des applications mobiles consumer. On en parlait un petit peu en intro de ce podcast. C'est une journée un peu particulière. On a lancé après 3 mois de développement, on a lancé notre première application mobile aujourd'hui. Enfin, non, on l'a lancé samedi midi, donc il y a 3 jours. Et aujourd'hui, on est premier sur l'App Store dans les apps gratuites en France. Donc, autant dire que c'est la guerre. J'ai pas ouvert. Là, j'ai pris 1 heure pour couper Slack, mais c'est la guerre. Tu vas revenir, ça va être n'importe quoi. Ouais. Donc, ce studio s'appelle visgames.com. Et pour le coup, le jeu là qu'on a lancé s'appelle Vacarme. VAKARM. Et c'est un jeu mobile multiplayer pour principalement les étudiants. Et là, c'est en train visiblement de faire un carton. Donc, très heureux. Ça, c'est le ouais, et c'est quoi les modèles de REM sur Vacarme? C'est de l'abonnement. Tu peux jouer à des parties gratuites, mais t'es rapidement bridé. Il y a pas autant de questions. Et en fait, si tu veux tous les modes de jeu, tous les packs de questions, bref, l'application complète, c'est un abonnement mensuel. D'accord. Ouais. Ok, stylé. C'est quoi le tarif de l'abonnement? Alors, il y a un abonnement qui est hebdomadaire à peu près 5 euros par semaine. T'as un abonnement mensuel à 9 euros par mois et t'as un abonnement à l'année qui est à 50 euros à l'année. 49 euros exactement. Ok, stylé. Et du coup, premier sur l'App Store en combien de temps? Bah là, en 2 jours. 2 jours, efficace. Et c'est quoi le moyen que vous avez eu, le canal d'acquisition, c'est quoi? Numéro 1? Insta? Alors, on fait quasiment pas d'ads. Je crois qu'on dépense 20 euros de d'ads tout confondu par jour, là. Puisque c'est tout le début, en fait, on n'était pas non plus préparé. Ouais. Pure viralité. Honnêtement, là-dessus, il y a la viralité pure comme celle-ci, c'est le produit. Il n'y a pas de secret. On a eu de la chance, on a misé sur la bonne idée, on l'a bien monté, on a une bonne UX, les gens kiffent l'app et les gens kiffent jouer. Et on le voit sur les usages, tu vois. Pour l'instant, c'est encore tôt pour le dire, mais les gens passent vraiment du temps sur l'app et dès qu'ils veulent jouer, et du coup, ils en parlent à leurs copains. Enfin, c'est honnêtement le produit. Hein. Je peux pas te dire, il y a pas de canal d'acquisition secret, il faut un bon produit, quoi. Oui, bah clairement, c'est le meilleur moyen en général de faire marcher un produit. Ouais. Hein, c'est quand il parle de lui-même. Mais c'est intéressant parce que justement, je te suis sur Insta et je t'ai pas vu en parler. Pour le coup, MyLub, je t'ai vu en parler, mais Vacarme, je t'ai pas vu en parler, effectivement. Donc, c'est cool d'avoir de la pure viralité. Si tu regardes ma story, on prend des screenshots du classement de l'App Store toutes les 2 minutes et on le poste pour les copains. On crée un peu de street cred, on se la raconte, on va pas se mentir, mais ça fait plaisir. Ça fait 3 mois qu'on charbonne pour sortir l'app et franchement l'équipe est incroyable. Franchement ouais non c'est un vrai plaisir. Et là bah on va voir, on va essayer de maintenir ce buzz le plus longtemps possible, mais je pense qu'au moins on a une base solide qui est un bon produit. Donc maintenant il faut craquer les autres trucs, la distribution, tout ça, mais il faut aussi que l'appli tienne niveau serveur, résoudre le maximum de bugs. Après on va lancer d'autres jeux, hein. Le but c'est de créer un studio qui crée entre 5 et 10 jeux par an, des jeux mobiles, donc on va s'amuser aussi, c'est le but, s'amuser c'est important. Bah clairement, je pense que d'ailleurs c'est un des sujets qui revient souvent dans ce podcast, c'est que si tu fais pas un truc que tu kiffes, que t'aimes vraiment, même pour toi-même, tu vois, je pense que le jeu que t'as fait, tu le kiffes aussi pour toi, pas juste pour tes utilisateurs, bah c'est un truc qui fait que c'est pérenne dans le temps, en fait, c'est que même pour toi ça t'amuse, quoi. Ouais, clairement. Ça fait écho, moi par exemple,
Donc l'app de CrossFit dont je t'ai parlé en off tout à l'heure, qui a fait aussi top App Store, c'est mon cofondateur qui est ultra fan de CrossFit et du coup il utilise lui-même l'application, c'est juste pour lui déjà. Et pour moi, le projet que j'ai fait dans le même état d'esprit, c'est une extension Chrome, si tu veux, qui permet de get tes statistiques dans le temps de tes posts LinkedIn. Parce que depuis, je sais pas, 1 an et demi, j'essaye de faire des posts sur LinkedIn qui marchent, tu vois, du social selling, quoi, en gros. Je me suis cassé les dents à essayer de craquer l'algorithme LinkedIn. Sauf que pour faire ça, j'étais obligé de noter tout dans un Excel tout le temps, tous les chiffres, genre toutes les heures, j'allais sur mes posts pour récolter les chiffres. Un enfer, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, pourquoi il n'y a pas un produit qui fait ça? Les seuls que j'ai trouvés valaient 50 balles ou 100 balles par mois. Je fais, mais c'est une blague. Du coup, je l'ai fait moi, et voilà. Et en fait, je le kiffe moi-même, je l'utilise tous les jours maintenant. Et du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais le vendre. Ouais, de ouf. Ouais. Non, mais clairement. Et puis, t'as raison. En fait, je pense que qui fait un projet, qui fait un produit que tu crées, et surtout, je pense, c'est encore plus important, prendre du plaisir à bosser avec l'équipe avec laquelle tu bosses, ça rend créatif. Parce qu'il y a de l'émulation et que quand il y a une énergie comme l'émulation, ça rend créatif. C'est un ping-pong d'idées et t'arrives forcément, tu vois. J'aime bien un peu voir l'entrepreneuriat comme une mine. Et en fait, faut taper jusqu'à ce que tu trouves une pépite d'or, mais faut taper parfois longtemps. Et en fait, prendre du plaisir, ça te rend créatif et ça te permet d'aller plus rapidement trouver cette pépite. Ouais, en tout cas, pas perdre espoir, quoi. Ça me fait penser un peu, il y a une image qui tourne sur internet comme ça, où tu vois un mec qui creuse 2 centimètres, il trouve un petit diamant, et le mec d'à côté, ça fait 1 mètre qui creuse, et en fait, tu vois que sous lui, il y a un diamant énorme, mais comme il voit son pote trouver un petit diamant, il abandonne, il va creuser ailleurs. Je vois. Ouais, ok, je vois. Tu m'as fait penser à ça quand t'as dit ça. Très drôle, bien vu. Très bonne image. Ok, et bien du coup là on a avancé pas mal sur donc les projets que tu as actuellement et sur le MRR que tu fais. Donc on a un peu refait toute l'histoire, c'est pas mal. On a parlé des projets qui ont fail. Je pense qu'on peut attaquer la deuxième partie. C'est quoi les objectifs actuellement de The Secret Company? Donc t'en as parlé un petit peu, mais à l'avenir, tu veux continuer à faire toujours le même nombre de projets, tu veux faire grossir ça. C'est quoi l'objectif un peu? Ouais, mais je vais être franc, je sais pas du tout. Franchement, la boîte a 7 mois. On a compris que très récemment à quel jeu on jouait. Tu vois, là, on commence à avoir nos premiers succès, mais maintenant, faut arriver à structurer cette croissance. On dit que le modèle, c'est de créer 5 entreprises par an. Peut-être que ce sera plus. Peut-être qu'aussi la deuxième année, on va décider de doublement miser sur les projets qui fonctionnent et donc d'intensifier là-dessus parce qu'il y a du market fit, il y a de l'attraction. On sait pas du tout, honnêtement. Donc ça va se décanter, je pense, au retour de l'été. Maintenant, tu vois, on a quand même d'autres projets qui sont en cours de lancement. On a un studio qui développe des applications Shopify pour les e-commerçants qui s'appelle Castor Studio. Donc le nom de domaine c'est Castor avec un K mais .studio. C'est pas .fr, c'est .studio et donc ça, tu vois, là on lance. On avait une stratégie, c'est d'attendre d'avoir 3 applications pour arriver sur le marché et vraiment commencer à distribuer pour paraître sérieux dans les grandes lignes. Et là, tu vois, on a notre 3e application qui vient d'être terminée, d'être développée. Donc là, on a aussi ça ces prochains mois à craquer, de la distribution sur les applications Shopify, aider des e-commerçants à améliorer leur taux de conversion et gagner plus de temps. Et donc on a ça. Après, on en a d'autres. Hein. Tu vois, là, on a un truc qui s'appelle goalnextdoor.com où l'idée c'est de se dire, ça c'est plus pas opportuniste, mais tu vois, c'est une idée que j'ai eue pendant la crise du Covid. Je me suis dit, il y a énormément de potes en ce moment qui soit expérimentent le chômage partiel, soit savent pas quoi faire, soit se posent un peu des questions sur leur avenir. Beaucoup qui aussi découvrent le remote et qui se disent attends, mais moi je vais peut-être me lancer en freelance et proposer à mon employeur finalement de bosser en freelance, en remote au retour à la fin de cette crise. Et en fait, je me dis que là il y a une tendance de marché qui fait que tout le monde a envie d'être freelance. Il y en a certains qui galèrent et qui cherchent un complément de revenus, d'autres qui vraiment ont besoin d'argent, et qu'en fait il y a des boîtes qui forcément, même si c'est la minorité du marché, bénéficient de cette crise et donc qui sont écroulés sous une croissance qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Il y en a, je l'ai vu, tu vois, même moi je l'ai vécu.
Et du coup, ces boîtes-là, elles ont besoin de structurer leur croissance et de se développer. Et donc, il y a la place pour créer une sorte de plateforme de freelancing des sales, où en gros, des gens qui ont du temps, ont envie de rentabiliser ce temps et vont chercher un complément de revenu en aidant des boîtes qui sont en croissance. Et en fait, en allant chercher, c'est pour ça que ça s'appelle Gold Next Door, c'est arriver à prendre son réseau autour de soi et trouver des clients pour ces boîtes-là, les aider au début en freelance. Et après, si les gens dealent entre eux et que ça crée des emplois, on sera hyper content. Mais donc, pour répondre... mais c'est vrai que c'est un des trucs qui est pas du tout fait, ouais, le freelancing sur les sales. J'ai en jamais fait, entendu parler je pense de que ça. ça s'explique parce que moi j'ai vu beaucoup de boîtes le tester, beaucoup qui se sont mangés les dents pour plein de raisons. Tu vois, je pense que c'est un peu comme Airbnb, c'est-à-dire que il y en a plein qui l'ont testé avant et Airbnb a réussi. Je pense qu'il y a une part de chance. Je sais pas si on le craquera, on va tenter notre chance. J'ai 2-3 intuitions sur pourquoi j'ai vu d'autres pas réussir. C'est pas dit qu'on réussisse non plus, mais on va tenter notre chance. Ça, c'est Charles qui est Charles Couturier qui est le CEO de ce projet-là, ce qui lui est un jeune sales aussi. Et il y a aussi un truc, c'est que tu vois, le métier de sales c'est valorisé que depuis récemment. Tu vois, on dit à tout le monde apprenez à coder. Moi, j'ai envie aussi de dire aux gens apprenez à vendre. C'est un vrai art de vendre. C'est un vrai art qui est pas assez enseigné. Et je pense que le métier de sales est en train de se redorer son blason depuis quelques années. Mais moi je suis persuadé qu'il y a une sorte d'Airbnb des sales freelance qui va arriver dans les prochaines années. Mais j'espère que ce sera nous qui le créons avec Gold Next Door, je sais pas. Je te vois arriver, tu veux faire les Airbnb de tout en fait. Non, mais c'est des métaphores, c'est pour que les gens comprennent. Mais c'est juste en gros je sais. créer une plateforme où en fait tu démocratises le freelancing et notamment sales. Parce que ça a été fait sur les ingénieurs, donc tu peux le faire sur les sales, j'en suis sûr. Mais clairement, pour le coup, moi je suis dans une startup du coup qui est pas encore, tu vois, unicorn. Je sais même pas si c'est ce qu'on veut, bref. Mais on a fait rentrer des sales et on les a pris sur un modèle freelance, quoi, à la commission uniquement, quoi. Parce Après, que clairement, au début, tu sais pas. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça, tu vois, la dérive où il faut faire attention, et nous, c'est pour ça qu'on insiste sur avec Gold Next Door sur le complément de revenu, c'est que payer des gens uniquement au succès sans un fixe, même si c'est un fixe faible, en vrai, c'est border. On va pas se mentir, c'est border. Parce qu'il faut que les gens soient excellents. Enfin, on préfère bien payer les gens, on va pas se mentir. Et du coup, j'insiste sur le fait que je pense que c'est un complément de revenu. Et je sais très bien que passer 1000 ou 2000 euros de complément de revenu par mois, ces vendeurs freelance qui bosseront avec nous sur Gold Next Door, je sais très bien qu'ils vont se barrer et c'est pas un souci, avec grand plaisir. Oui, clairement. Ouais, nous, le truc que je te disais, c'est un pote qui est au chômage, tu vois. Et du coup, il fait ça en complément de revenu. Mais clairement, c'est pas vivable si tu fais ça en mode comme fait Uber, où on prend des freelances et en fait, on les paye que à la commission. Il y a un problème rapidement de respect des gens. Ouais, non, ce modèle-là, j'y crois pas pour le coup. De trucs intrinsèques, ouais. Mais ouais, effectivement, un complément de revenu, je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur. Et puis, pour l'avoir vécu, moi j'ai bossé à une boîte qui était à The Family d'ailleurs, ça s'appelle You2You. Et c'était monsieur tout le monde fait la livraison proche de chez lui en complément de revenu, tu vois. Et c'est vraiment un modèle qui plaît beaucoup aux gens parce que tu peux faire ça un peu quand tu veux, tu peux améliorer ton salaire alors que tu savais pas comment l'améliorer à la base, à part créer une boîte, un side project. Enfin, c'était vachement inaccessible et tu rends quelque chose d'accessible assez facilement sans pour autant qu'il y ait des qui se doivent vraiment quelque chose, tu vois. Tu le fais, ça marche. Tu le fais pas, tu le fais, ça marche pas. C'est pas très grave, tu vois. C'est pour les deux, c'est du complément en fait. Grave, c'est sûr. C'est pour ça que je pense qu'un des moyens de craquer, moi c'est mes hypothèses, mais un des moyens de craquer ce projet-là, déjà c'est pas penser justement que tu vas faire le Uber, payer que les gens la commission. Faut que le modèle il évolue au fil du temps en fonction du succès de la plateforme. Et en plus de ça, il faut surtout proposer beaucoup plus que juste des mises en relation avec des entreprises qui cherchent des sales freelance. C'est vraiment de former les gens à la vente. C'est de leur donner des outils qui leur facilite la vente et c'est de créer une vraie communauté derrière où en fait créer une communauté de freelance sales. Je pense que moi en tout cas c'est les trucs sur lesquels je mise avec Charles. Vraiment on va essayer de craquer dans ce sens-là le marché. On va voir si ça fonctionne. Je te dirai dans 6 mois, 1 an. Stylé, on fera un épisode V2. Avec plaisir. Améliorer. Mais ça fait écho un peu ce que tu parles à ce que j'ai vécu moi à Comet. Pour le coup, j'étais sur Malte et je trouvais ça cool, tu vois, d'être en tant que freelance développeur sur Malte, mais sans plus, tu vois, genre, j'ai l'impression d'avoir un endroit où je peux me vendre, mais
mais sans réel feedback. Et en fait, la grosse différence que j'ai vécue, c'est Comet, où quand j'ai été dans Comet, ben là, t'as vraiment une notion de communauté. Tu peux échanger avec des mecs en fait qui sont comme toi. T'es plus tout seul. Là, ils font tout un système où ils apportent à la communauté des deals, un peu comme The Family fait avec les startups, quoi. Au final, tu crées vraiment un écosystème que tu chéris, et ça, c'est ouf. C'est clairement un avantage, surtout en freelance où t'es solo du ghetto, quoi. C'est grave. Non, mais c'est sûr qu'il y a d'autres briques à ajouter au modèle de marketplace tradi qui est plus au goût du jour. Enfin, et clairement, je suis d'accord. Moi, je suis un grand fan de Comet. Donc, je peux que aller dans ton sens, ouais. Clairement. J'ai failli y bosser. Ah. Ouais, je les ai rencontrés, je les ai trop kiffés d'ailleurs. S'il y en a qui écoutent, de ouf. Big les up. Les fondateurs sont incroyables. Et les équipes aussi. On peut continuer sur nos petites questions suivantes. Alors c'est sympa parce que regarde, ça fait pile 1 heure et on arrive presque sur la fin. On est plutôt bon, j'ai envie de te dire. Même si on parle ultra vite, je pense que les gens ils pourront pas mettre l'épisode en accéléré ce coup-ci, mais il y avait beaucoup de content à dire et beaucoup de content intéressant, donc c'est top. Donc là actuellement t'es en plein temps sur tes projets sur The Secret Company. Ouais. Ah, attends. Avant de revenir sur mes questions, j'en avais une. Quid de la question de rentabilité sur The Secret Company? Vous êtes back par The Family, mais t'essayes d'être rentable, vous l'êtes déjà, peut-être, je sais pas. Ouais, complètement. Effectivement, c'est un vrai sujet, t'as raison. Le modèle de startup studio est un type de boîte un peu particulier. C'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu du temps à comprendre, c'est que j'avais, expérimenté des modèles de boîtes un peu plus traditionnels, ma plateforme de mise en relation, agence et tout ça. Là, j'ai mis du temps à comprendre ce modèle. C'est globalement, structurellement, c'est un petit fonds d'investissement. Sauf qu'à la place de donner de l'argent, tu vends à la fois ton temps, ton cerveau, ta créativité, ton énergie, du réseau, et parfois un peu d'argent dans certains cas. Mais ça fonctionne un peu comme un fonds d'investissement. Donc Secret Company est une holding et y a, tu vois, nous c'est un peu particulier, c'est qu'on, je le vois, on va créer des startups, mais on va aussi créer des boîtes de services, on va aussi créer des revenus passifs. Et donc les startups génèrent pas de dividendes, tu vois, les startups sont sur un jeu de valorisation, de prise de marché supersonique. Et donc il y aura des entreprises qui vont verser des dividendes à The Secret Company. Il y en a pas. Il y en a où on réinvestira les dividendes. Ce sera au cas par cas et on va être intelligent. Nous, tu vois, s'il faut tenir 3 ans, 5 ans ou 10 ans en mangeant des pâtes, je le ferai avec grand plaisir parce que je prends un tel kiff en ce moment dans ce que je fais. J'ai jamais autant bossé de ma vie et j'ai jamais autant kiffé. Donc, je mangerai des pâtes le temps qu'il faut, mais même pas. Tu vois, faut se payer aussi, faut se faire kiffer. C'est important de se verser un salaire pour bien vivre et c'est un vrai impact sur ta boîte. On trouvera des solutions, mais la priorité, c'est les projets qu'on accompagne. Je sais pas si tu connais, il y a un petit truc rigolo en général dans les indies qu'on parle, c'est d'être ramen profitable. Ah, je connais pas, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est de pouvoir te payer à manger des pâtes tous les jours. Et ça s'appelle la ramen profitabilité. Donc c'est lié au ramen, le plat, quoi. Ouais, c'est ça. Énorme. C'est exactement ça. Le ramen profitable. C'est une belle façon de dire bootstrap. Exactement. je trouve le terme sympa et puis ça représente un peu le truc, tu vois, c'est genre tu peux manger. Ouais. Sans grande ambition, tu peux manger des pâtes, quoi. Mais déjà, t'es content et t'arrives à en vivre. C'est le niveau minimum, tu vois. À partir de là, pas. Très drôle. sais que demain est garanti au moins avec des pâtes. Donc, du coup, est-ce que t'en es à ce point-là ou tu l'as dépassé, la ramen profitabilité? Waouh, c'était dur à dire ça. Techniquement, tu vois, là, on a des projets qui commencent à générer un revenu vraiment intéressant. Tu vois, SEO Secret est en train d'exploser. Le studio de jeux de société et de produits consumer est en train d'exploser. Là, visiblement, c'est pas mal parti pour les applications mobiles. On a encore du travail sur les applications Shopify et sur d'autres. Techniquement, si on veut se verser un salaire, il y aura pas de souci, tu vois. On a de la chance d'avoir des projets qui tournent pas mal là en ce moment. Maintenant, je pense qu'il faut structurer ça. Je pense qu'il va falloir réinvestir aussi les dividendes. Le but, c'est de créer des belles boîtes, des beaux projets, d'avoir des équipes. Écoute, honnêtement, c'est super tôt pour te le dire. C'est un startup studio qui a 7 mois et encore, on s'est rendu compte qu'il y a 3 mois qu'on était un startup studio. Donc c'est super tôt pour le dire. Maintenant,
on trouvera des solutions et en vrai, ça marche plutôt bien pour nous en ce moment. On a de la chance, donc voilà. Oui, et puis je suppose que t'es très dans l'idéologie de The Family, c'est qu'on trouve toujours des moyens d'arriver à survivre, à faire du cash et Ouais, grave. à craquer le système un peu. Ouais, mais c'est ce dont on parlait. Quand tu te donnes 24 heures pour trouver 2 clients, tu les trouves en 24 heures. Si tu te donnes 6 mois, tu le fais en 6 mois. Donc, faut aussi un peu se pousser au risque et se pousser un peu dans ses retranchements et essayer de créer de l'ambition artificielle, mais qui est de la très bonne ambition, je pense. Ok. Bon. Eh ben, on peut revenir sur mes questions maintenant que je t'ai posé celle-là. Ouais. C'est un peu là, on passe sur les questions du futur. Donc, c'est quoi comment tu détectes une idée viable, par exemple, que tu veux faire dans The Secret Company, et comment tu les choisis? Alors, il y a 2 formats. Le format le plus commun, c'est 80% des projets qu'on monte actuellement. C'est on a une boîte à idées où on note dès qu'on a des idées qui nous font kiffer et qu'on veut tester. Et quand on a un peu de temps, on les teste. Quand je dis les tests, c'est qu'on se prend 2 semaines pour essayer de trouver un product market fit. Si on a un product market fit, qu'on a des clients globalement et un semblant de produit. Tu le testes comment? Avec une landing, en faisant des calls? Ça dépend le projet, ouais. On essaye de le lancer le plus rapidement. Parfois c'est une landing, parfois c'est une campagne de crowdfunding, parfois c'est une vidéo, parfois c'est un post Instagram ou un post LinkedIn. Enfin des minimum viable products. Il y a des milliers de façons de le faire, tu vois. Moi, mon préféré, c'est la méthode Itch. Itch, c'est un kakémono, des sorties de boîte 100 soirs d'affilée la nuit, et en fait, tu valides qu'il y a des gens qui sont prêts à te suivre dans ta voiture et les ramener chez eux safe, tu vois, pour moins cher que des Uber. Ça, pour moi, c'est le meilleur. On n'en parle pas, mais c'est le meilleur minimum viable product. Hein. C'est se retrousser les manches et aller rencontrer des clients. Donc, je reste pas fermé. Un MVP, c'est un peu toi et ta créativité. Et donc, bon, on a plein de façons de tester. Ça dépend de l'idée. Tu testes pas de la même façon un jeu de société et un logiciel Shopify, tu vois. Donc ça, c'est 2 semaines. Si on a de la traction, en général sous un mois, là le but est en fait d'arriver à trouver un CEO, une équipe pour ce projet-là. Et ça, c'est vraiment essayer de créer du chaos. Il faut perpétuellement rencontrer des gens. Moi, je vais taper dans mes bandes de potes. Je vais essayer de débaucher des gens et les convaincre de me rejoindre dans l'aventure. Après, c'est vraiment être généreux sur l'humain, et tu vois, dès que tu rencontres quelqu'un, retenir quel est son parcours. Ça, j'ai de la chance, je suis plutôt bon à ce jeu-là. À peu près n'importe qui que je croise qui m'a dit qu'il essaie de rentrer dans telle école ou tel job, si je le croise 6 ans après, je lui ferai au fait ce job. Donc j'ai une chance, j'ai une assez bonne mémoire, et donc le but c'est aussi de faire ça, c'est d'être généreux sur l'humain et d'essayer de coller des projets avec des gens où l'histoire colle, où ça fait sens, et des gens qui ont envie de mener ces projets et de les rendre encore plus ambitieux que nous, ce qu'on avait en tête, tu vois. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, là, c'est plutôt opportuniste, mais faut pas avoir peur de ce terme, moi je l'aime bien. C'est des gens qu'on rencontre vraiment en soirée, ou des gens qui viennent nous voir, qui postulent, qui ont un projet, et tu vois, si on kiffe, on fait un call, on se rencontre, on prend un café. Si on kiffe et que on a envie, ça nous amuse d'accompagner ce projet, et on le fait, tout simplement. D'accord, ouais. Ça tourne beaucoup autour du kiff, hein, honnêtement. C'est un peu le pattern que j'ai, tu vois, tout le monde, à chaque fois, tout le monde nous demande, mais vous êtes spécialisé dans quoi, etc. Et en fait, je leur dis, le kiff, mon pote. Mais en fait, et tu vois, et c'est le kiff comme stratégie, c'est un truc incroyable que j'ai réalisé il y a pas longtemps. Et tu vois, ils me disent, mais du coup, si vous n'êtes pas spécialisé dans les logiciels B2B, comment, quelle valeur vous apportez? Et en fait, je me rends compte que, effectivement, je pense qu'être spécialisé, ça t'apporte plein de trucs positifs, et en fait ne pas être spécialisé, ça t'en apporte plein. Mais bon, nous dans notre cas, je te cache pas, on l'avait pas anticipé. En fait, je me rends compte que quand un jour je travaille sur des applications mobiles consumer, que le lendemain je travaille sur des micro-software B2B Shopify, et que après je travaille sur disons une agence productisée de SEO, en fait déjà je teste des canaux d'acquisition et j'ai des problématiques produits qui sont vraiment très diverses, et en fait ça te rend créatif. C'est-à-dire que tu vas aller voir le mec qui développe un logiciel B2B, et tu vas lui dire, écoute, là bosser sur une app consumer, ça m'a donné une idée, viens on teste. Alors que lui est dans son truc, je connais le software B2B, il faut faire ça. En fait, tu testes des trucs qui sont disons hors marché. On revient à ce qu'on disait tout au début, c'est que t'as cassé les silos, en fait.
Ouais, exactement. Alors, il doit y avoir des effets négatifs, hein, mais il y a pour moi beaucoup plus de bénéfices. Et en fait, le but est vraiment de créer de l'inertie et de faire passer l'info, faire que les gens se rencontrent. Que moi, je connecte des gens à longueur de journée, c'est ouf. Tu vois, les gens, ils ont rien à voir. Autant de la personnalité que le business sur lequel ils travaillent. Je les connecte, ils me rappellent une heure après, ils me disent c'est incroyable, j'ai appris trop de trucs, faut qu'on teste ça, tu vois. Et elle est là la valeur en vrai, elle est là, je pense. Ok. Tout à l'heure, tu m'as fait penser à un truc. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Guillaume Houbèche. J'en ai écouté quelques-uns de toi, pas encore de Guillaume Houbèche, je te cache pas. Bah, tu peux l'écouter et tu vas voir que je pense que vous êtes fait pour être potes parce que c'est exactement ce qu'il dit mot pour mot. Il dit, moi, ce qui me motive, c'est le kiff. Et il répète tout le long de l'épisode. Mais tu sais quoi, je ne le connais pas, je vais lui envoyer un message. Je vais lui envoyer un message dès qu'on a terminé le podcast. Tu peux lui dire, toi aussi, t'es un kiffeur, il va direct. Avec plaisir, ouais. Il est à Paris ? Ouais, il est à Paris, il a Station F. Il a Station F et... yes, plutôt intéressant. Ouais, là, pour le coup, les zooms, c'est plutôt le bon timing. Mais ouais, il fait ce genre de petits projets dans son... Il a, on va dire, je pense que sa boîte, l'Empod, c'est un peu un genre de startup studio à lui-même, tu vois. Mais que sur une certaine verticale, tu vois. Il est beaucoup moins éparpillé sur plein de sujets que toi. Mais bah, il fait ça pour lui-même. Merci pour le tuyau, avec plaisir, je vais le contacter. Pas de problème. Du coup, sur les projets futurs, est-ce que tu peux me parler un petit peu des projets futurs de The Secret Company ? Alors là, sur les... Donc là, je crois que t'en as abordé quelques-uns déjà, mais on peut refaire un tour. Les 6 que j'ai abordés avec toi, les 6 projets, là, je pense que déjà jusqu'à l'été, sur les 3 prochains mois, on va essayer d'arriver, même si c'est quasiment impossible, de structurer la croissance. T'es toujours un peu esclave de la croissance, mais essayer de structurer les boîtes. Voilà, donc ça va être vraiment se concentrer et être très focus sur ces projets-là. Et on verra à la rentrée, mais je pense qu'à la rentrée, il y aura d'autres challenges. Je t'avoue, je les connais pas. On aura peut-être d'autres idées qui nous seront venues. On va peut-être décider de se fermer pendant 1 an et de se concentrer sur les projets actuels parce que on a eu des belles réussites et qu'on veut double down. Franchement, je sais pas. Honnêtement, ce serait mentir que de dire qu'il y a un plan. Il y a vraiment pas de plan, ou en tout cas, c'est vraiment semaine après semaine en ce moment. Agir dans le chaos. Franchement, c'est un des trucs qui me parle vraiment aussi. Pas faire trop de plans sur la comète et genre agir au jour le jour avec les événements. Ouais, surtout en ce moment. Ouais, clairement. Surtout en ce moment. Enfin, celui qui dit qu'il sait prédire l'avenir, on sait même pas si on va sortir dans 10 jours. Donc, celui qui dit qu'il sait prédire l'avenir, c'est un menteur. Enfin. Ouais, mais clairement, c'est un truc que j'ai jamais compris quand tu vas voir la BPI le font moins, mais avant toutes les aides que tu pouvais avoir d'État et tout, il te dit bah vas-y fais-moi un prévisionnel sur 3 ans ou 50. Ouais. Mais attends mec, ça fait 2 mois qu'on fait le projet. Quoi? Non, c'est clair. C'est clair, je suis d'accord. Mec, on va te prévoir des choses qui n'arriveront jamais, c'est sûr. Ouais, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Tu mets des chiffres hasardeux dans des cases, tout le monde est content, tu livres ton Excel et c'est la loterie, t'as une chance sur 2 de prendre ton prêt. Mais le problème, c'est que la première fois que tu fais l'exercice, en fait, tu passes 1 mois dessus. Et après, tu te rends compte que t'as été con et t'aurais pu passer 4 heures dessus et t'étais large. J'ai jamais fait, je t'avoue, mais je te crois pour le coup. Ah ouais, si, clairement. Et un des gros échecs qui m'a pas appris grand chose, à part le fait que, effectivement, ce truc ne servait à rien. Okay. Voilà. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de tous tes projets là et de tout ce qui se passe dans le tout. Ouais, clairement, c'était dense, hein, tu fais un max de trucs. Hein, en ce moment, les journées sont bien combles, mais franchement, on s'éclate. Ça commence à payer, donc c'est un plaisir. Et j'espère que je vais encore plus bosser ces prochains mois. Mais ouais, désolé, je parle très vite, donc n'hésitez pas à slow down le podcast. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'est très cool. Je crois qu'il n'y a pas cette option, hein. Il y a l'option accélérée, mais... Non, mais je pense que dans tous les cas, ça s'entend, quoi. Ça s'entend, t'as pas parlé trop vite. Cool. Et c'était cool. Merci pour ça. On va enchaîner sur mes 3 petites dernières questions qui clôturent notre épisode. Allez, j'adore c'est pour moi, c'est quand j'écoute des podcasts, c'est la partie que je cherche. C'est les petits trucs qui sont, tu vois, digestes, vraiment actionnables. Je suppose que tu vas me demander mes sites que je consulte, des liens, des petits trucs, des gens. J'adore, c'est le meilleur moment.
C'est ça. Non, la première des questions, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans les projets entrepreneuriaux, tout ce que tu as fait, on va dire, en side project en entrepreneuriat. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise, ou en tout cas mieux le comprendre, parce que je pense qu'on a pu me le dire, mais j'avais peut-être pas écouté, que le temps c'est rare et en fait il faut s'obliger à il faut s'obliger en fait à se mettre des objectifs au début par 48 heures, par 24 heures, puis par semaine, mais il faut vraiment arriver à compresser cette courbe de temps et pour le coup parce que ça passe vite, qu'on peut passer parfois 6 mois à faire des trucs qui servent à rien et il faut être en fait il faut se voir un peu comme un sportif de haut niveau, tu vois. Il faut aller à l'entraînement tous les jours, il faut pas se mentir, et quand tu t'entraînes, c'est que tu fais des trucs qui sont parfois un peu désagréables, tu transpires, mais il faut se faire violence en fait. Tu peux prendre du plaisir, et il faut trouver, je pense, du plaisir dans la violence, mais en tout cas, il faut se mettre des objectifs sur le court terme, il faut s'obliger à aller courir tous les jours, il faut s'obliger à faire de la vente tous les jours, et pas faire des trucs qui sont agréables qu'on fait toujours quand on démarre des premiers projets, c'est-à-dire s'enfermer dans une cave ou dans une chambre et coder un truc que personne n'utilisera jamais. Ce genre de truc, tu vois. J'aurais aimé en tout cas mieux comprendre ce truc-là Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense que on l'a vu et on a totalement ignoré cette information. Ouais, mais voilà, tu vois. Quoi, il faut faire des trucs efficaces? Non, mais on va faire des trucs stylés. Ouais, bah ouais. Voilà, j'aurais aimé qu'on me Mais dise ouais, ça. ouais. Ouais, en tout cas, qu'on trouve les mots qui te touchent et que tu l'entendes. Exactement. Ok. Franchement, très très bon conseil que j'aurais aimé avoir moi aussi. Ma deuxième question, des questions finales, parce qu'en général c'est plutôt très très court, j'en ai 3, mais tu m'en as fait penser à d'autres, ça serait pas mal. C'est qui le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans ce podcast? C'est quoi ta cible sur ce podcast? Tu cherches, c'est quoi les typologies de gens un petit peu? T'as une typologie ou tu vas vraiment au kiff, hein, aux recommandations? Beaucoup de recommandations, des fois je dérive, des fois je reviens, j'essaye de toujours trouver des gens qui font eux-mêmes des projets, tu vois, de ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, de la création du projet à la vente, en fait, qui ont une équipe tellement petite qu'ils sont obligés de tout faire eux-mêmes, Ouais. tout le temps. Ok. Ok. Écoute, en ce moment, quand j'ai la chance d'être interviewé sur des podcasts, j'ai un petit kiff perso. J'ai travaillé pendant 1 an et demi avec Balthazar de Laverne, qui est un des partenaires et director à The Family, qui a vraiment tu vois, ça fait 5 ans qu'il accompagne des startups à The Family. C'est un grand stratège. Il est pour beaucoup dans la réussite de pas mal de startups dont on parle. Lui est vraiment, c'est un peu la blague, mais il crée peu de contenu. Il accepte, enfin tu vois, il arrive pas il aime pas créer du contenu, tu vois. Il aime pas être mis en avant, mais je trouve qu'il a un cerveau incroyable et que c'est vraiment un gars bien. Et du coup, en ce moment, mon petit jeu, c'est dès que je vais sur un podcast et qu'on me demande de recommander quelqu'un, comme je sais que c'est pas un exercice agréable pour lui, mais qui passe sa journée à dire des trucs aux entrepreneurs, les conseiller sur des trucs désagréables, c'est un peu mon petit kiff, ma petite revanche, et du coup, je le recommande. Tu vas vraiment te régaler. Il a un savoir incroyable. Yes, je le connais du coup, mais Ok. je l'ai croisé dans les startups où j'ai bossé, qui était à The Family. Ok. Et il nous a suivis, et il est fabuleux, t'as raison. Et j'y avais pas pensé, du coup je vais le rajouter dans ma checklist. T'as raison. Trop cool. Merci pour ça, parce que je pense que ça va vraiment être un truc intéressant s'il accepte. On poussera pour. On poussera, ouais. Ok, cool. Du coup, la dernière des questions, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Ça sera dans la description de l'épisode et aussi Ok. il y a l'audio, forcément. Si les gens veulent se marrer sur mon Instagram, j'essaye de faire rire les gens un petit peu avec mes stories, donc c'est @blondie avec un y.insta. Sinon, je suis pas mal sur LinkedIn, donc pour tout ce qui est pro, les projets, les lancements, etc. Donc Maxime Blondel sur LinkedIn. Et s'ils veulent qu'on discute de The Secret Company, ils m'envoient un mail, blondie avec un y @thesecretcompany.co. Et voilà, je suis assez facilement trouvable, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Parfait, je pense que ça sera pas mal. Moi, personnellement, je conseillerais l'Instagram. je te trouve fabuleux dessus. Ouais, ça fait plaisir, c'est récompensé, ça fait plaisir.
Et ben voilà, on a fait le tour de notre épisode là. En général, ce que tu as dit tout à l'heure, des questions sur les lectures, etc., ça vient dans l'épisode s'il y en a, si vraiment c'est impactant, tu vois, par rapport à notre sujet. Ouais. J'aime pas trop demander des choses qui sont hors contexte. Peut-être je pourrais en trouver, mais en tout cas, j'ai pas trouvé la question qui me plaît encore. Okay. Mais du coup, c'est cool, tu vas m'y faire réfléchir aussi. Et puis voilà, on va pouvoir se dire au revoir. Merci pour l'invitation. C'était cool de discuter avec toi. Et bon courage pour ton podcast qui est charmé. Yes, merci beaucoup. C'était vraiment charmé de t'avoir dans l'épisode. On a un peu galéré à savoir, mais c'était vraiment cool et ça valait le coup. Merci. Salut. Trop cool. Merci mec, salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.